Bonjour mes chers amis, ravi d'être avec vous encore une fois sur une vidéo qui va traiter aujourd'hui les potentiels évoqués auditifs ou ce qu'on appelle couramment les PEA. Alors les potentiels évoqués auditifs, c'est un test objectif de l'audition que nous utilisons aussi bien chez les adultes que chez les tout petits, même les nouveau-nés ou les nourrissons. Donc ça nécessite sur la réalisation pratique, là je vous l'explique. Idéalement, ça se réalise en cabine insonorisée. Malheureusement, c'est pas toujours le cas, hein, parce qu'il faut installer un brancard ou voilà pour que le patient s'allonge. C'est pas toujours réalisable dans une cabine. Et le patient, il doit être allongé, détendu, calme et immobile. Et tout ça, c'est pour éviter les artefacts. Alors pour les enfants, idéalement, enfin sous sieste, mais malheureusement, c'est pas toujours possible. Donc, on peut donner de la mélatonine, donc genre une demi-heure avant l'examen, ou parfois même avec la mélatonine, on n'arrive pas à calmer l'enfant. Donc, dans ce cas-là, il faudra programmer un examen sous anesthésie générale. Donc, pour les électrodes, on peut utiliser des autocollants, c'est ce que j'ai dans le service, ou bien dans certains cas aussi, des électrodes en cupule d'argent. Toujours avant de placer les électrodes, bien frotter le front. Moi, je place l'électrode donc, en fait, pour moi, si vous voulez, j'ai l'électrode de terre au niveau du front. Donc, je place une deuxième électrode négative sur la joue et pour les deux autres, en fait, je les place derrière les oreilles sur les mastoïdes, en fait. C'est pas exactement ce même branchement, mais après, ça dépendra essentiellement de votre appareil, de quelle marque. Voilà. Donc, toujours bien frotter ces zones-là pour faciliter le passage du courant électrique. Et en fait, pour donc stimuler, si vous voulez, pour avec les bruits, soit on va utiliser le casque avec des écouteurs, mais idéalement c'est les inserts. Et là, on utilise de plus en plus les inserts. C'est très bien, c'est très confortable. Et puis, même chez les tout petits, c'est très pratique. On a des inserts de différents calibres, donc ça nous facilite la tâche. Ce que j'aimerais aussi vous dire, c'est que les potentiels évoqués auditifs, bien évidemment, c'est un test objectif de l'audition. Et donc, le principe, c'est que on va donc stimuler par des sons qui sont brefs, et c'est des clics et qui sont calibrés sur des fréquences entre 2000 et 4000 Hertz, donc c'est plus des fréquences aiguës. Donc, on va stimuler le système auditif avec ces sons-là. Ceci va générer un potentiel évoqué auditif au niveau des cellules ciliées internes, puis le long du nerf auditif. Et comme vous le voyez ici, par la suite, ça va prendre un trajet qui passe par le tronc cérébral avec tout d'abord un relais au niveau du noyau cochléaire, ensuite le lemnisque latéral, le colliculus inférieur pour par la suite rejoindre le cortex auditif par l'intermédiaire du thalamus. Vous voyez bien qu'il y a certaines fibres qui font un trajet voilà, croisé. Alors, ce que j'aimerais aussi vous dire, c'est que ces différentes ondes qu'on va recueillir sur les différentes voies auditives, on va pouvoir les repérer sur notre tracé. Donc, il faut savoir que l'onde 1, ça correspond au nerf cochléaire. L'onde dans sa partie distale. L'onde 2, ça correspond au nerf cochléaire dans sa partie proximale. L'onde 3, ça correspond donc au noyau cochléaire. L'onde 4, ça correspond au enfin les voies, si vous voulez, lemniscales latérales. Et par la suite, l'onde 5, c'est le colliculus inférieur.
Donc, on n'est pas vraiment au niveau sur le cortex, hein. Donc, c'est vraiment la voie auditive, le nerf auditif, hein, avec les voies au niveau du tronc cérébral. Donc, on s'arrête au niveau du colliculus inférieur. Donc, les latences, elles sont précises aussi. Donc, l'onde 1, la latence, elle est comprise entre 1 et 2. L'onde 3, c'est toujours un intervalle, hein. 2 entre 2 et 3, l'onde 3 entre 3 et 4, l'onde 4 entre 4 et 5, et l'onde 5 entre 5 et 6 millisecondes. D'accord? C'est très important tout ça, parce que je vais vous l'expliquer tout à l'heure, pourquoi d'ailleurs. Donc, ce qu'il faut également savoir, c'est que la différence interorale, c'est-à-dire la différence entre les deux oreilles, elle doit toujours être inférieure à 0,35 millisecondes, sinon ça peut évoquer certaines maladies. Et puis, c'est un intervalle 1-5. Donc 5 moins 1, ça fait 4. Donc le plus important, c'est cet intervalle-là, et généralement, il est de 5 moins 1, ça fait 4 millisecondes. D'accord? Donc retenez, c'est comme un moyen mnémotechnique. 1, 5, donc 5 moins 1, ça fait 4. Et pareil, donc 3, 1, donc c'est 3 moins 1, ça fait à peu près 2 millisecondes. Donc cet intervalle-là, il doit être de 2 millisecondes ou 2,2. Donc ça, c'est le nerf cochléaire. Et puis 3, 5, c'est plus le tronc cérébral, et c'est à peu près 2 millisecondes aussi. Donc 5 moins 3, ça fait 2. Bon, on va dire 1,8 millisecondes. Ce que j'aimerais aussi vous dire, c'est que on va donc stimuler par des clics qui vont être filtrés et moyennés, et ça va donc nous donner ce tracé-là qu'on va recueillir par les électrodes qu'on a placées derrière les oreilles, et les différentes électrodes branchées sur le front et tout pour faire le moyennage. Alors, en fait, sachez que si vous stimulez, donc on va travailler oreilles séparées. Je vais travailler oreille par oreille. Donc je commence par l'oreille droite, puis l'oreille gauche. Si je vais commencer par l'oreille droite avec un seuil qui dépasse les 60 décibels, je dois paramétrer mon examen de façon à ce que j'aurai de façon simultanée un bruit blanc de l'autre côté avec une différence de 30 décibels. Pardon. Donc, si je suis à 60 à droite, je serai avec un bruit blanc de 30 décibels à gauche. D'accord? Donc, je commence par 90. Ça me permet, dans la vraie vie, en fait, on n'a pas vraiment ce genre de courbe. En fait, on va plutôt repérer l'onde 1, l'onde 3 et l'onde 5. D'accord? Et l'onde 5, elle est très importante parce que vous voyez bien que elle est suivie d'une déflexion négative. Et cette onde-là, donc vous voyez déjà au fur et à mesure qu'on baisse en intensité, ces différentes ondes, elles se décalent, d'accord? Donc, et puis, donc les latences, elles s'allongent. Et au fur et à mesure que je baisse en intensité, on a les différentes ondes 1, 3, dans ce tracé-là, 1, 2, 3, 5, 1, 2, 3, 4, mais dans la vraie vie, c'est 1, 3 qui vont diminuer progressivement pour disparaître. Et il n'y aura que l'onde 5 qui va rester jusqu'à la fin, c'est-à-dire jusqu'au seuil auditif. En fait, sachez que le seuil auditif, c'est le seuil pour lequel vous avez la dernière onde 5 qui se dessine. Donc ici, c'est 20 décibels. Admettons par exemple que mon patient est sourd avec un seuil aux alentours de 40 décibels. Donc je vais avoir une onde 5 à 40 décibels. Par contre, quand je passe à 30 décibels, le tracé est plat. Je ne vois plus d'onde 5. D'accord? Donc voilà, donc je fais oreille droite, puis oreille gauche, et par la suite, c'est l'appareil qui va me calculer. Donc moi, mon but, c'est de placer le curseur, si vous voulez, sur les différentes ondes 1, 3, 5, mais c'est l'appareil tout seul qui va me calculer les différents intervalles et la différence interorale. À quoi ça sert? Alors cet examen, il sert essentiellement pour rechercher une pathologie rétrocochléaire. Donc admettons, c'est un adulte qui vient chez vous. Alors ce patient-là, on va voir les différents cas. Donc, il a une surdité de perception asymétrique, et vous cherchez, si vous voulez, d'autres arguments en faveur d'un neurinome, on dit plus neurinome, d'un schwannome vestibulaire.
Donc, je vais faire les PEA dans cet intérêt pour mesurer les latences et on va voir qu'est-ce que ça donne au niveau du PEA. D'accord? Et puis, ça me permettra aussi de déterminer le seuil de l'audition, surtout quand je doute sur une surdité. Alors, voilà, c'est le cas d'une pathologie rétrocochléaire, c'est-à-dire le schwannome vestibulaire. Alors, comment il va se manifester, ce schwannome vestibulaire? Par une surdité neurosensorielle asymétrique. Voilà, soit elle est unilatérale, soit dans certains cas, vous avez une surdité bilatérale, mais elle est plus importante du côté du schwannome. Ça peut être aussi révélé par un acouphène unilatéral, hein, un schwannome vestibulaire. Deuxième élément qui doit vous interpeller quand vous voyez l'examen de l'audition, c'est la distorsion sonore, c'est-à-dire donc vous allez faire la tonale, donc vous voyez qu'il y a une surdité de perception, voilà, avec les deux courbes qui sont collées, comme je vous ai expliqué sur la précédente vidéo. Et quand vous faites la vocale là sur la gauche de ma diapo, vous allez voir, c'est la courbe C. Cette courbe est très évocatrice d'un schwannome vestibulaire parce qu'il y a ce qu'on appelle une distorsion sonore. D'accord? Donc, on a beau augmenter le seuil auditif, mais le patient n'arrive toujours pas à comprendre les mots. D'accord? Ou bien vous voyez qu'il y a une grande différence entre la tonale et la vocale et que sur la tonale, le patient est mieux que sur la vocale. La compréhension est détériorée. Donc, c'est évocateur d'une pathologie rétrocochléaire. Alors, dans ces cas-là, on complète par les PEA et les éléments qui peuvent évoquer aussi cette pathologie rétrocochléaire, c'est soit une différence interorale, c'est-à-dire une onde 5 retardée du côté du schwannome, ou bien carrément cet intervalle 1,5 qui va être allongé, ou même 1,3, parce que si vous voulez, c'est cet intervalle-là qui correspond au nerf auditif, ou bien 1,5 aussi, parce qu'il fait partie du trajet de l'influx nerveux. Donc, dans tous les cas, dans 40 à 60% des cas plutôt, on peut avoir un allongement de ces intervalles. Dans certains cas de, pareil, schwannome ou de neuropathie, vous allez avoir une onde 1, puis tout le tracé est désynchronisé. Ça, c'est quand même plus rare, hein, 10 à 20% des cas. Donc, toujours bien regarder le résultat contralatéral et devant tout ça, toujours compléter par une IRM des ongles pontocérébelleux à la recherche de ce schwannome. Donc, si je vous montre l'aspect, comme vous le voyez ici, donc à droite, j'ai une audition tout à fait normale, un tracé tout à fait normal, pardon, sur 90 dB. À 90 dB du côté gauche, vous voyez bien que l'espace entre l'intervalle, entre l'onde 1 et l'onde 5 est quand même allongé. Il est retardé par rapport à l'autre côté, l'onde 5. Donc, sur la droite, on est à 6 millisecondes. Sur la gauche, on est aux alentours de 7 millisecondes. Voilà, ça doit vous interpeller. Quand est-ce qu'on va maintenant utiliser ce test pour réaliser des seuils auditifs? Alors, d'abord, comme je vous ai dit, le seuil auditif, c'est le dernier seuil pour lequel vous avez une onde 5, donc c'est le seuil de détection de l'onde 5. Et ça, on peut l'utiliser chez l'enfant essentiellement pour confirmer le diagnostic de surdité, mais également chez les adultes quand ils ne sont pas coopérants ou qu'ils simulent. Donc, vous ne savez pas trop, donc vous complétez par cet examen. Attention, chez le nouveau-né, donc il y a une certaine plasticité, immaturité d'abord des voies auditives, et donc ces voies, elles continue à se développer jusqu'à l'âge de 1 an. Donc, il faut savoir que physiologiquement, les latences sont augmentées chez les tout petits. Et donc, je vous ai mis ce petit tableau. Donc là, on va voir un petit cas clinique vite fait. Donc, j'ai un enfant de 12 mois, je fais les PEA. Donc, j'ai des PEA tout à fait normaux, avec des ondes à des latences tout à fait normales, des tracés bien synchrones, et avec un seuil auditif à 20 décibels. Est-ce que vous voyez bien que l'onde 5, elle continue d'être là jusqu'à 20 décibels? À votre avis, est-ce que je peux rassurer les parents? Bien sûr que non, parce que, en fait, les PEA, ça n'étudie qu'une plage de fréquence très limitée, 2000 à 4000. Donc, le patient, par exemple ici, on a fait l'audiométrie, vous voyez bien qu'il y a une baisse de l'audition sur les graves, alors que son PEA était normal. Donc, toujours penser à cette surdité cachée.
D'accord? Donc, les problèmes que pose ce genre de test, c'est que c'est un examen qui est lent, qui, nécessite une immobilité presque complète, il n'explore que des fréquences, aiguës de 2 à 4 000 et puis il va pas, pouvoir, diagnostiquer, les surdités sur les graves, donc et il y a quand même 10 de faux positifs. Donc, la conclusion pour moi, donc les points forts que vous devez retenir. Donc, les PEA, ça étudie les voies auditives ascendantes, les fréquences de 2000 à 4000, et c'est surtout utilisé pour l'étude des latences dans le dépistage d'une atteinte rétrocochléaire. C'est ça l'intérêt de l'étude des latences. Et pour l'étude de l'amplitude de l'onde 5, c'est surtout pour déterminer le seuil auditif. Merci pour votre attention et à bientôt dans une autre vidéo.